Welcome. Donc, We will be je vous talking souhaite la about the bienvenue. effective. Nous allons parler des solutions pour la promotion de la sécurité nutrition et alimentaire pendant toutes les discussions de ce matin et pendant l'introduction de cet après-midi. On parle beaucoup d'une agriculture intelligente face au climat en tant qu'une solution potentielle pour la lutte contre le changement climatique ainsi qu'une solution pour promouvoir la sécurité alimentaire. Il y a Pascal Durand aussi et Philippe Barrette qui avaient parlé de l'agroécologie comme une autre solution potentielle pour réussir dans cette lutte. Cet après-midi, nous allons trouver une solution pour le mot modernité. Quelles sont les solutions pour faire face à ces défis? Donc, nous avons 4 intervenants cet après-midi. Il y a Bharati Joshi qui est de Care And. Elle est directrice technique de l'unité de développement économique. Il y a Christina Torrado qui travaille pour le groupe de travail aux Nations Unies sur la nutrition et le changement climatique. Il y a Pablo Tidonelli qui est professeur au sein du Farming System Ecology Group à l'université de Wageningen. Et Teresa Anderson, qui est chargée de la politique climatique et résilience chez Action internationale. Donc, je passe la parole à Pablo, qui va vous parler de l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre l'agroécologie et l'agriculture intelligente face au climat? Pourquoi est-ce que l'agroécologie est une solution potentielle dans cette lutte? Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens un peu dans mes diapositives. Donc, vous avez eu un aperçu imprévu. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour parler avec la société civile. Il y a eu beaucoup de discussions, comme vous pouvez bien imaginer, par rapport à ce sujet. Je vais vous aborder le sujet de l'agroécologie et le rôle joué par l'agroécologie pour la sécurité alimentaire. Donc, en dehors de ce qui est marqué sur l'écran, moi, je suis aussi membre de la société latino-américaine pour l'agroécologie. C'est ceux qui ont démarré le plus tôt avec ces discussions. Donc, le terme agroécologie a plusieurs sens, utilisé de façon différente selon celui qui l'emploie. Mais la première utilisation de ce mot était dans la littérature scientifique des années 30 pour les milieux agricoles. Plus tard, c'est devenu une pratique. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont commencé à avoir des pratiques agroécologiques et c'est devenu après un mouvement social, ce qui est devenu un mouvement très important. Et c'est ce mouvement qui était responsable pour la dissémination de ces pratiques. Donc, le mouvement social, c'était le vecteur, le moyen par lequel la pratique s'est répandue. Il n'y a pas de gouvernement, peut-être en dehors du Brésil, qui promouvoit les pratiques d'agroécologie. Et pourtant, ça se répand très rapidement dans plusieurs parties du monde, surtout en Amérique latine. Donc, des grands organismes de recherche comme l'INRA en France et INTA en Argentine ont pris ce défi en main. Ils ont dit, au-delà du fait que ce soit une technique pour l'agriculture paysanne, peut-être on peut utiliser les principes pour avoir des solutions plus durables au niveau commercial. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? C'est l'utilisation des concepts et des principes qui proviennent de l'économie pour la conception et la gestion des systèmes d'alimentation durables. Nous parlons plus des systèmes agricoles, mais des systèmes d'alimentation. Donc, ce sont des principes qui sont fondés sur des bases écologiques où on trouve des descriptions d'un écosystème. Donc, on essaie de prendre tout le fonctionnement de l'écosystème et les reproduire dans le système agricole. Il y a un tas de définitions comme l'agriculture intelligente face au climat. En ce qui concerne l'agriculture intelligente face au climat,
c'est défini par des cibles, des objectifs et pas seulement des principes. Donc voilà la différence principale entre les deux concepts. Agriculture intelligente face au climat est basée sur des objectifs à atteindre et pas des moyens à atteindre ces objectifs. Donc voilà la différence principale entre l'agroécologie et l'agriculture intelligente face au climat. Donc on parle aussi d'un développement durable. Donc voilà les deux piliers. Il faut avoir une production durable, il faut adapter au changement de climat et il faut atténuer le réchauffement planétaire. Donc, quand on parle du développement durable, c'est pas un objectif fixe. Quand on dit réduire la faim dans le monde, réduire le taux de misère en des taux d'un certain taux, ça c'est un objectif clair. Mais quand on dit durable, c'est un objectif qui est assez ouvert, qui n'est pas défini en termes fixes. Donc, on regarde au niveau de la production, on regarde la nutrition, la calorie, et on trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne produit pas assez de calories. Mais le problème, c'est où se trouve la production. Quand on regarde les régions les plus productrices dans le monde, par exemple, la ceinture du maïs des États-Unis, qui produit 18 000 tonnes de maïs, c'est là où se trouve la plupart de la production. Et par exemple, au Malawi du Sud, c'est là où peut-être ils ont le plus de demandes. Vous pouvez utiliser la production dans la ceinture américaine, mais vous n'allez jamais atteindre les régions en demande à Malawi. Et pourquoi? Parce que il y a plusieurs demandes par rapport à cette production de maïs. Les demandes par les biocombustibles, par l'industrie, il y a plusieurs sources où on peut envoyer cette production de maïs. Que 30% de l'énergie créée par le maïs se trouve dans le système, dans la filière agroalimentaire. Et puis après, de toute la production, il y a 70% qui est livré. Le reste est perdu dans une conversion dans des produits alimentaires et pour un usage industriel. Donc, il ne faut pas que la sécurité alimentaire soit laissée entre des mains des acteurs privés parce que ça ne va jamais atteindre à Malawi. Donc, en ce qui concerne l'agroécologie, c'est la science qui comprend la production d'alimentation pour les populations pauvres dans des environnements marginaux, dans des environnements où les personnes n'ont pas d'autres moyens de production. Donc, je comprends que c'est un nouveau concept, il y a beaucoup de confusion par rapport à ce concept, mais voilà ce que ça voulait dire tout au départ. C'était la production d'alimentation pour l'envoyer vers des endroits où on en a besoin. Donc, ça prend plusieurs aspects en compte. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais bon, il faut donner des preuves après. Voici un exemple pour lequel il faut prendre en compte la variabilité climatique, pas seulement le changement climatique. Voilà un exemple qui provient de l'Afrique, du Zimbabwe. Et ce que ça démontre, c'est des données historiques du climat des années 50 avec beaucoup de fluctuations. Et voilà un exemple de la recherche qui a été faite pour améliorer la productivité et produire plus d'alimentation, plus de maïs dans ces régions, parce que ça fait partie des recommandations des organisations internationales dans la recherche pour utiliser des engrais. Avec l'utilisation de ces engrais, au bout de la première année, avec ce genre de taux, avec 100 kg d'azote, qui est déjà beaucoup pour un exploitant agricole, il y a très peu de rendement. Si on utilise de phosphore, ce qui est très cher pour l'agriculteur, il y a aussi un peu plus de rendement. Et si vous utilisez des engrais animaux, ça augmente le rendement. Mais il y a encore en dessous d'une tonne par hectare. Et donc, le rendement est très faible par rapport à tout l'investissement qui est requis de la part de l'agriculture. La deuxième année, vous faites pareil. Le rendement sera un peu amélioré, et surtout avec une combinaison de matières différentes. Mais la troisième année, regardez, il y avait, c'était pas beaucoup plus sèche.
mais c'était très sec pendant la période de floraison des maïs. C'est une période cruciale pour la production de maïs. Et ils ont utilisé des matières organiques. C'était la seule matière qui était efficace. Donc, on ne peut pas demander à ce que les agriculteurs d'investir pendant 3 ans pour restaurer la qualité de leur sol si le risque est si important. Mais qu'est-ce qui marche? Voilà une revue qui a été faite il y a plusieurs années. Ils ont passé en revue plusieurs projets qui ont eu lieu en Afrique, qui a été mené sur la base des principes agricoles avec une gestion des engrais, une management intégré, etc. Et voilà une publication qui montre les relations d'augmentation de rendement. Ce qu'on voit, c'est sur le plan technique, nous disposons des solutions. Il ne faut pas tout réinventer. Ça ne veut pas dire que le développement scientifique devrait arrêter là. Il faut continuer. Mais nous avons déjà tout le savoir-faire. Donc, on a ce qu'il faut pour doubler les rendements dans certaines situations. Encore un exemple. En utilisant la connaissance locale, l'ancienne historique, avec une utilisation des techniques modernes pour optimiser sur ces connaissances. Voilà un mélange entre les récoltes et les animaux. Là, il y avait un mélange de riz, des canards, des poissons. Et avec un système assez complexe, on a pu augmenter le rendement en riz. Mais on a pu aussi contribuer à la diversité alimentaire et une diversification des revenus pour les agriculteurs. Et avec l'effet du climat, voilà, on a utilisé des dispositifs pour mesurer les émissions sur le terrain. Mais si on fait une comparaison avec les systèmes conventionnels, les rendements ne sont pas aussi bons. Donc, Azolea, c'est une plante qui pousse et qui refroidit l'eau pour le riz. Le riz aussi, ça manque de la vitamine E, A. Donc, avec des récoltes que de riz, il y a des lacunes de vitamine A. Mais quand on fait un mix, on peut aussi nourrir les personnes avec de la vitamine A. Donc, c'est pas juste, il ne s'agit pas juste d'un riz qui est enrichi en vitamine A, mais une diversification des productions. Donc, un autre exemple d'un endroit qui souffre beaucoup de la sécheresse parce qu'il pleut quasiment jamais, c'est la littorale du Pérou. Et là, il y a eu des agriculteurs avec très peu d'eau d'irrigation. Ils ont combiné, mélangé les arbres, les récoltes, les animaux, non seulement des vaches, mais d'autres animaux aussi. Et ils ont pu produire des biogaz. Et sous cette influence, ils ont pu fertiliser les sols. Et quand on a pris des mesures, on a vu qu'il y a une forte diversité biologique qui était plus élevée qu'au niveau des forêts naturelles. Et ça grâce à l'action humaine. Donc, encore une fois, tout cela était résultat des mouvements sociaux. Il n'y avait pas les gouvernements avec des intentions écologiques derrière. C'était vraiment un processus qui a eu lieu au niveau local entre les agriculteurs. Le Brésil, ce que je vous ai expliqué, il y a un mouvement descendant et montant parce que le Brésil a une politique pour l'écologie et avec des super résultats. Ils ont déjà éteint les objectifs du millénaire avec la réduction de pauvreté et l'élimination de la faim. Donc, ils ont adopté le programme de zéro faim, un programme qui comprenait 60 politiques différentes. Et il n'y a aucune mention d'une augmentation de rendement. C'est tout type de politique. Et comme c'est un pays très diversifié, ils ont mis en œuvre ces politiques en prenant en compte cette hétérogénéité. Il n'y avait pas juste une politique standard. Chaque politique était adaptée à la réalité du terrain et les spécificités du terrain. Donc encore juste une dernière concept, c'est le dernier diapositive. Donc l'agroécologie a beaucoup de
potentiel technique dans le terrain, on peut augmenter le rendement par beaucoup de techniques. Donc, du point de technique, tout est possible, mais pour faire en face à ce que ça devienne une réalité, il faut aussi une innovation institutionnelle. Quand je dis institutionnelle, c'est les chaînes de valeur, c'est les marchés, c'est les organisations, etc. Donc, ça comprend plein de choses. Donc, nous sommes là actuellement. Si on veut atteindre un certain objectif, ce ne sera jamais linéaire. Il y aura toujours des cols de signes en chemin. Donc, voilà, on peut voir l'alignement de tous les discours différents. Pour avoir une agriculture intelligente face au climat et tous les discours, il parle beaucoup de la éco-efficacité, d'avoir une utilisation plus efficace de toutes les ressources utilisées dans les systèmes qui existent actuellement. Ce que nous proposons, c'est de reconcevoir ces systèmes. Il ne s'agit pas juste d'atteindre des cibles durables avec une monoculture. On veut reconcevoir tous les systèmes. Il faut des différents moteurs. Un des moteurs les plus importants, c'est l'évolution de ces mouvements sociaux qui vont soutenir ce changement. Et les agriculteurs impliqués sur cette trajectoire, ils sont aussi dans des situations assez vulnérables parfois, il faut aussi qu'ils soient protégés. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci Pablo pour cette intervention. Donc, comme vous avez dit, il faut dépasser juste l'approche gagnant-gagnant de l'agriculture intelligente face au climat. Il faut vraiment trouver une bonne définition de ce qui c'est le développement durable. Je vais passer la parole maintenant à Bharati qui va nous parler de la parité entre les sexes et comment c'est important si on veut atteindre un développement durable. Donc, merci Bharati. Donc, merci Aurélie. Je vais démarrer par vous dire que les foyers les plus instables au niveau alimentation sont ceux qui produisent les aliments. C'est un pays parfois qui produit 80 millions de tonnes d'alimentation et pourtant on a 27% de la population mal nourrie de la Terre. Donc tous ces chiffres soutiennent ce qu'on a dit cet après-midi. Ce matin, c'est que c'est une question qui est très complexe. Produire plus d'aliments, encourager la productivité, la production, ce sont des objectifs, mais juste augmenter la production ne va pas sécuriser les sources d'alimentation davantage. Donc, c'est là où le travail fait par cœur avec des agriculteurs paysans rentre en jeu. On a des programmes qui focalisent sur les femmes et l'environnement. Mais pourquoi les femmes? Parce que non seulement est-ce qu'il y a la féminisation du monde agricole, mais il y a aussi une féminisation du phénomène des pauvretés et de la faim. Les femmes produisent 60 à 80% des aliments dans des pays développés et 50% des productions d'alimentation globale. Mais au sein des foyers, malgré le fait que c'est eux qui fournissent l'alimentation, c'est eux qui mangent en dernier, qui mangent le pire. Et quand la crise est chronique, ils ne mangent même pas du tout. Donc voilà la situation auquel on essaie de faire face. La parité homme-femme est surtout pertinente pour les systèmes agricoles. Au sein des foyers, les femmes n'ont pas forcément accès à des ressources. Il n'y a rien qui est fait à leur nom. Ils ne sont pas décisionnaires par rapport aux dépenses des foyers. Donc, ce sont considérés être moins que les hommes. Sur les exploitations agriculteurs, ils ne sont pas reconnus comme des agriculteurs. Ils ont des rôles de soutien. Il y a les parties du secteur privé, les secteurs du public. Ils n'adressent pas ce problème. C'est comme s'ils sont aveugles. Il y a un rapport dernièrement qui a été publié qui a démontré que les besoins des femmes sont différents que les besoins d'hommes, mais ces réalités ne sont pas prises en compte. Ce sont des réalités auxquelles on essaie aussi d'incorporer dans le travail qu'on fait avec les femmes sur les exploitations paysannes.
Donc, le fait d'aborder ces inégalités des sexes dans le monde agricole, on ne vise pas seulement à atteindre une égalité, mais il faut un changement, une transformation. On essaie d'adresser des inégalités non seulement dans les foyers, les relations qui existent au sein des foyers, mais on essaie de passer en revue tout le système agricole. On essaie de voir comment ça fonctionne, comment les décisions sont prises et comment ça peut donner lieu à des situations défavorables pour les femmes. Notre travail avec les exploitations paysannes ont lieu dans un cadre pour la responsabilisation des femmes. Il faut qu'on augmente la confiance et les compétences des femmes, mais il faut aussi faire du travail sur les structures. Toute la façon dont elles vivent, les femmes, les prises de décision, toutes les relations de pouvoir et l'influence, comment les femmes sont traitées non seulement au sein de leur foyer, mais au sein de toute la communauté. Donc, je vais vous parler de quelques exemples du travail fait par CARE en Inde. Nous travaillons avec des femmes paysannes dans des États qui qui souffrent des sujets. Nous avons des programmes pour l'adaptation. On essaye de les rendre leur pouvoir pour améliorer leurs compétences. On essaye, on les montre comment semer les graines, comment récolter et comment ils peuvent s'engager aussi avec les parties prenantes différentes. Très souvent, ils souffrent des problèmes de mobilité. En ce qui concerne le contact avec le marché, ce contact est très restreint. Donc, on travaille avec des collectivités de femmes. Parce que non seulement est-ce que ce sont des espaces pour la solidarité, c'est aussi un espace pour des femmes où elles peuvent apprendre ensemble, où elles peuvent aller voir des services, des prestataires de services et ils peuvent réclamer leurs droits. Donc voilà notre approche. Et il y a des résultats très positifs. Les femmes paysannes qui sont formées, ils ont pu améliorer leur performance jusqu'à 60%. Ils ont pu avoir aussi un meilleur prix pour leur production. Et il y a déjà les sociétés faisaient beaucoup de marge sur leur dos. Mais maintenant, parce que les femmes deviennent plus avisées, ils sont plus au courant des prix, ils arrivent à mieux négocier, à augmenter les prix de quasiment 50% pour l'achat de leurs produits. Donc, tous ces changements ont eu beaucoup d'impact, non seulement parce que nous travaillons seulement avec les femmes, mais nous travaillons aussi avec les hommes. C'est pas que les femmes qui sont le cible de nos programmes. Nous travaillons aussi avec des hommes. Nous avons des outils et des techniques. Nous engageons dans des dialogues sur l'égalité des sexes. On choisit certains hommes qui vont donner aux femmes l'espace qu'il leur faut, qui travaillent avec les femmes et qui partagent les corvées. Et nous commençons à voir les impacts parce que les hommes commencent à assumer certaines responsabilités. Il y a certains principes où ils ne voulaient pas responsabiliser les femmes. Sans une réduction de la charge du travail au foyer. Donc, nous travaillons avec les hommes pour reprendre certains rôles, pour comprendre les aspirations des femmes aussi, le fonctionnement des femmes. Et par ce processus, nous espérons aussi d'atteindre l'objectif d'avoir une meilleure sécurité alimentaire de façon plus équitable. Merci beaucoup, Baraki. We are moving from a very technical approach because it's not only about giving seeds, but it's giving space to smallholder farmers to achieve food security, food and nutrition security. And the nutrition bit is often forgotten. So we have a lot more to know about that, and Krishna will tell us what are the things that could be done to make sure that we have nutrition sensitive agricultural approaches that are developed, and what is effective. Yeah, thank you for the invitation, and thank you for highlighting this topic, which usually is forgotten. Merci beaucoup d'avoir souligné ce sujet.
Mais je sais que des organisations donnent beaucoup d'importance sur la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique. Et donc, pendant ce matin, am I on the... of nutrition through Excusez-moi, je me suis trompé de chaîne. Et donc, avec l'accès des foyers, mais aussi d'autres engins qui sont très importants pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui comprennent accès aux soins et les pratiques de nourriture et la santé des enfants, et accès à la santé et la santé environnementale. Et le sous-nutrition, c'est une combinaison des maladies diarrhéales et aussi sous-nutrition, et ces deux éléments vont de pair. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien souligner et garder à l'esprit pour les points suivants que je vais discuter. Et donc, le dernier rapport de IPCC a souligné que l'impact des changements climatiques se sentent déjà dans les systèmes, dans la malnutrition, et ils ont conclu avec beaucoup de confiance que l'impact principal de changement climatique, c'est l'impact que ça a sur les enfants et la malnutrition, et aussi sur les femmes. Et donc ça, c'est la conclusion du dernier rapport IPCC, et que l'impact principal, c'est la malnutrition des enfants. Et ça, c'est basé aussi sur quelques études qui ont montré que avec le changement climatique, d'ici 2050, on va avoir un grand pourcentage d'enfants beaucoup plus mal nourris. Et si on va bien au-delà de cela et on regarde dans les indicateurs sociaux, on voit que d'ici 2050, on va avoir une augmentation de presque 20% de retardement de grandissement, augmentation dans l'Afrique sud-saharienne, et plus de 60% des cas de le retardement dans la croissance dans le sud-est d'Asie. Et il faut se préparer pour cela. Et donc, au-delà du dernier rapport IPCC, il y a des informations sur des nutriments actuels dans les récoltes actuelles, et aussi avec l'augmentation des niveaux. Donc, ces informations sont tout à fait disponibles pour les États-Unis. Ils ont fait une étude là, mais nous n'avons pas ces informations pour les pays en voie de développement. Et donc, il faut savoir combien de niveaux de CO2 ont un impact sur l'atmosphère des pays en voie de développement. Et donc, ce qui est un peu étonnant dans ces études, c'est qu'on ne trouve pas, où il y a à quelques exceptions près, on ne trouve pas la nutrition comprise ni dans les sections de sécurité alimentaire ou des sections de santé dans les programmes d'adaptation pour action. Normalement, la nutrition est comprise et c'est très important pour les deux sections. Et ça, c'est une des questions qu'il faut aborder d'une manière, parce que produire plus de nourriture ne va pas soulager la malnutrition. Et nous avons des études que nous avons des récoltes qui payent bien. Ils ont même doublé leur quantité pour les petits cultivateurs. Mais la nutrition n'a pas été améliorée dans ces cas. Et vous avez parlé de la situation, mais nous avons la santé des communautés de Maasai en Afrique a été très bonne depuis quelques années, mais d'un coup, ces communautés de Maasai qui ont adopté ces récoltes à profit et qui ont exporté vers l'Europe.
et exporte ses récoltes vers l'Europe, on a vu que la différence entre le modèle de Maasai et que les Maasai modernes ont développé des problèmes des maladies non communicables et aussi des maladies infantiles, mais aussi des problèmes d'obésité chez les enfants par rapport à la culture Maasai traditionnelle. Et donc, ces récoltes pour profit fait plus de mal que de bien en termes de nutrition. Et c'est un point très important. Et nous avons aussi vu, une autre chose que j'aimerais bien souligner, et quand on parle de promouvoir la sensibilité à la nutrition, quelques exemples. Ils viennent pas du climat et ça vient dans le sens inverse. Et ils sont intelligents pour le climat. Mais je vais voir ça dans l'autre point de vue. Mais depuis 4 ans, on travaille dans un projet au Salvador qui a été fondé par l'IRC et c'est un projet qui a été conçu pour traiter la malnutrition. Et comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait par un partenariat étonnant, le secteur social et les services d'extension agriculture au Salvador, dans une petite municipalité où il y avait des gens qui souffraient de grands problèmes de malnutrition. 50% des enfants étaient retardés en croissance et aussi les mères étaient aussi malades et donc on mettait ça et ils n'avaient pas l'habitude de cultiver des femmes et donc on a démarré un projet with des services agriculturels où on a promu l'agriculture durable et aussi la réintégration de la sémence traditionnelle qui ont été oubliées et aussi des fruits et des légumes et aussi la promotion et une des valeurs ajoutées c'est qu'ils étaient sans risque. Et donc, comme on a fait justement, on a promu des fruits et des légumes qui étaient riches en nutriments, mais on a promu aussi la nourriture sans risque et on a empêché les maladies diarrhéales. Et en fin de compte, on a obtenu des systèmes qui ont promu très peu d'utilisation en eau, et aussi très peu d'apport en agriculture parce que ce n'était pas organique, c'était beaucoup plus écologique et on a raccourci la chaîne alimentaire à cause d'avoir la production locale. Pour conclure, je voulais juste dire que j'aimerais souligner c'est de prendre en compte l'importance du secteur de protection sociale, mais nous n'avons pas des terres agricoles pour des pauvres gens où ils n'ont pas accès aux terres. Et toutes ces adaptations et donc toute la protection sociale et les interventions qui ont marché comme le transfert de tâches, par exemple, au Brésil. Et puis, le transfert de tâches, on donne de l'argent à la femme du foyer à la condition qu'elle prenne des soins antinatals et postnatals, qu'elle allaite et qu'elle fait vacciner les enfants et qu'elle amène ses enfants à l'école. Et donc, ça, c'était l'idée du programme au Brésil. Et donc, il y a d'autres pays qui ont des programmes similaires pour la distribution des aliments.
Et aussi la nourriture à l'école pour promouvoir ça comme un aspect critique. Mais toutes ces adaptations à ces solutions ne seraient pas possibles si on n'intègre pas les indicateurs nutritionnels pour mesurer les résultats. Un des indicateurs, la reine de tous les indicateurs s'appelle de diversité minimale pour les femmes qui ont été proposées pour les SPG. Et on veut promouvoir ça pour New York et pour Paris dans la conférence. Et donc, sur la définition de l'agriculture, parce qu'il y a des choses qui manquent si on veut vraiment accomplir la sécurité nutritionnelle et alimentaire. Mais on n'a pas parlé du pilier d'atténuation. Parce qu'on a parlé des solutions, des fausses solutions dans les solutions climatiques. Et donc, Teresa va nous expliquer quel pourrait être le potentiel si on se concentre uniquement sur l'atténuation. Et merci beaucoup aux organisateurs. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très content de partager ce moment avec vous parce que à ActionAid, on travaille entre le lien et la planète et adaptation. Et on prépare le sommet à Paris. Je suis très content avec ce bon public et merci beaucoup. ActionAid, on travaille sur ces questions. On travaille dans 45 pays. Et on travaille sur les programmes vis-à-vis de l'adaptation, résilience, la réduction des risques aux désastres, agroécologie. Et tout ce travail, en travaillant auprès des communautés, et on travaille aussi justement sur l'accaparement des terres. Mais aussi, on travaille avec les communautés qui renseignent ce qu'on fait dans ces situations. Et donc, dans l'espace du climat de l'ONU, on ne travaille pas uniquement sur les questions d'agriculture, mais financement et aussi sécurité alimentaire, mais aussi les pertes des terres, etc., des questions de sexe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ActionAid International, vous connaissez peut-être et donc on travaille avec des pépis solidaires ici en France. Bon, avant de plonger dans le sujet, au sujet des fausses solutions, je tiens à revisiter certaines des questions que nous avons déjà discutées. J'aimerais bien souligner à quel point agroécologie est efficace pour s'adapter au changement de climat. J'étais dernièrement dans le en Gambie, de parler aux familles qui faisaient beaucoup de compostage et ils mettaient beaucoup de déchets animaliers. Et des diversités, la dernière saison, les pluies ont commencé à 2 mois de retard et ont terminé en même temps et donc ils ont eu la moitié de leur pluie. Normalement, ça aurait été représenté un désastre, mais ils ont pu faire la production parce que le sol était tellement plein de nutriments à cause de compostage. Pour moi, c'est une solution clé. Nous avons déjà les réponses. Il ne faut pas chercher d'autres solutions que ce que nous avons. Et lorsque les États-Unis et d'autres pays commencent à parler dans les négociations climatiques pour comprendre l'agriculture intelligente comme une solution, et ça nous inquiète. Parce que il y a presque pas de définition de qu'est-ce que c'est l'agriculture intelligente. Mais certaines choses que pour la culture intelligente, et dans la société civile va s'engager dans la création de cette alliance. Mais on n'a pas réussi à qu'ils se mettent d'accord avec toute définition de ce que c'est le climat intelligent et aucune conclusion. Mais même si agroécologie, comme nous avons dit, est véritablement intelligent pour le climat, mais on peut avoir GMO et les OMG et des engrais qui s'autodéfinissent comme climat intelligent. Et il n'y a rien qui les empêche de faire ça dans l'alliance de la culture d'intelligence.
vous pouvez être, comment est-ce qu'un OMG peut s'appeler un climat intelligent? Nous avons les sociétés comme Monsanto qui prétendent que s'ils sont tolérants aux récoltes OMG, et ils vont délier des herbicides partout et ils vont réduire des émissions du terrain. Et donc, c'est selon Monsanto, ça c'est ce qui est le climat intelligent. Nous avons les sociétés des engrais. Nous avons augmenté notre performance dans la production des engrais. Et donc, on produit moins d'émissions par kilo par fertiliseur. Et donc, ça, selon eux, ça, c'est aussi intelligent climatique. Et donc, on peut promouvoir un engrais comme étant intelligent. Et ça cause beaucoup des émissions, des effets de serre, et ça détruit le sol en ce qui concerne de tuer les microbes, etc. Et quand on va rajouter les engrais au sol, ça peut libérer l'azote dans le commerce qui est 10 fois pire que le nitrogène. Mais ça, en théorie, selon eux, ça peut être intelligent. Et donc, les arguments ont des gens comme des sociétés comme Monsanto. Nous avons Syngenta, qui sont les plus grands producteurs des engrais, Lecternotes. Peut-être ils veulent promouvoir je ne sais pas quoi, au changement climatique. Et donc, c'est là où on est très sceptique sur le discours du climat intelligent. Et il faut, comme nous avons déjà dit, de faire bien attention au langage qu'on veut utiliser sur les solutions dans le changement climatique. Une des idées que nous avons liées à la discussion de climat intelligent, c'est le secteur de terre est vu comme une approche d'atténuation. Adaptation, c'est très important pour l'agriculture, mais on parle de plus en plus de temps de dire qu'il faut utiliser la terre comme une partie de solution. L'Union européenne, par exemple, pousse pour l'utilisation des landes comme une solution à l'atténuation dans le nouveau accord climatique. Ça a des pour et des contre. Les pour, ça peut aider à aborder les questions de déforestation. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose de comprendre ça dans l'accord. Pourtant, ça pourrait aussi mener à des dérogations qui peuvent mener à plus de déforestation. Et ça peut mener aussi à vraiment l'accaparement des terres. Il y a un autre langage qui entre en même temps, qui s'appelle Net Zéro Émission. J'ai la traduction des BECS zéro émission. Net zéro émission. L'idée de net zéro émission, ça a l'air bien. Il faut aller vers les émissions zéro net. Immédiatement pour adresser la question de changement climatique. Mais Z0 ressemble à des émissions zéro, mais c'est bien différent. Ça peut signifier tout à fait autre chose. Les émissions zéro net, ça veut dire de couper des émissions. Dans l'Union européenne, il faut couper jusqu'à 80% dans la prochaine décennie. Des chiffres beaucoup plus élevés qu'on considère réalistes si on veut rester en dessous de 2 degrés. Mais personne parle des chiffres, mais là, on parle des émissions de zéro net qui déguisent des affaires comme d'habitude, mais en utilisant une sorte de technologie émission nette pour aspirer toutes ces émissions de l'atmosphère et pour être sûr que c'est zéro. C'est ça ce que c'est le zéro net. Mais ces technologies sont basées sur les terres. Et là, on parle aussi de grandes régions des terres pour faire ça. Et les IPCC sur le changement climatique, qui est composé d'une millier de scientifiques qui se sont rassemblés et qui ont mis en revue toutes les sciences, et on aura besoin entre 1 milliard et 6 milliards d'hectares de terre pour caser suffisamment de carbone, de garder l'atmosphère à moins de 2 degrés.
1,5 milliard d'hectares sont utilisés comme ça. Donc, on parle de deux continents de l'Afrique qui sont là, qui sont donnés à biomasse pour résoudre le problème climatique. Et ça va avoir lieu dans les pays en voie de développement. Et comme nous avons vu avec les biocarburants qui vont être ciblés et on va déplacer les populations. On a vu comment les prix d'aliments ont été augmentés, que les gens ont été déplacés, et on va voir ça sur une échelle beaucoup plus grande. Mais c'est très irréaliste techniquement et socialement. C'est pas du tout réaliste. Mais ça ne veut pas dire en même temps qu'avant de découvrir que ce n'est pas viable, ça va faire beaucoup de dégâts entre-temps. Et juste amener les sortes de technologies sur les biocarburants et les BECS, la bioénergie dans la capture de carbone. Yeah. Donc peut-être si les gens s'intéressent, ils pourraient poser des questions. Mais ce qu'on voudrait voir, c'est cette terminologie de émission zéro net, que ce soit complètement rayé, enlevé. Et ce que nous proposons, c'est d'avoir des objectifs différents pour la réduction pour les émissions industrielles et la réduction des émissions par la suite d'utilisation des terres. Donc il faut que ce soit des piliers séparés et ils ne devraient pas compenser l'un et l'autre. Donc je pense que ce sera une approche plus viable. Et peut-être aussi on arrivera à réduire notre émissions à gaz et à effet de serre. Merci beaucoup. Donc, merci Teresa. Donc, comme le temps court, nous allons directement poser des questions au public. Si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à poser vos questions en français. Oui, moi je voulais poser juste deux petites questions. Bon, Amadou Seck, je suis enseignant en droit du développement durable. Alors, pour l'accaparement des terres, quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser? Parce que bon, je pense que c'est quand même un danger qui menace l'Afrique, qui décourage les agricultures familiales. Et la recherche ne profite pas aux populations, mais c'est la recherche de biocarburants. Et j'ai regardé sur une carte de l'avancement de l'accaparement des terres par la Chine, par l'Inde, c'est-à-dire la plupart des pays émergents, mais aussi des pays comme l'Arabie Saoudite. Cela me pose beaucoup de questions, d'autant plus que chez nous, enfin initialement, la terre a un statut communautaire et sacré. Alors la deuxième, c'est juste une remarque que je vous fais. Moi, je travaille sur le fonds vert. J'ai regardé la composition du fonds vert, qui doit effectivement donner les 100 milliards en 2020, qui actuellement n'a que 10 milliards, ce qui est modeste. Alors, quant à la composition, je pense qu'elle n'est pas démocratique. Actuellement, le gestionnaire, c'est la Banque mondiale. Je pense que ce sont des bailleurs de fonds. Mais ceux qui travaillent auprès des populations, c'est-à-dire les sociétés civiles, les sociétés paysannes, ceux qui gèrent les collectivités territoriales, qui gèrent les besoins des gens, ils ne sont pas représentés. Or, dans les années à venir, le Fonds vert aura un pouvoir particulièrement important pour lutter contre le réchauffement climatique et donc la gestion pour les investissements durables. Merci. Je vais vous donner les deux questions Twitter. La première, c'est que répond le panel à Pascal Canfin qui nous demande de faire confiance à Unilever et à Nestlé pour combiner climat et sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et la deuxième, c'est une question qui est adressée au professeur Titonnel. Quelles sont les limites de la séquestration du carbone dans les sols avec l'augmentation des températures et la fluctuation des pluies? Who wants to go first on the land grabbing? Qui voudrait parler d'abord par rapport aux solutions potentielles concernant l'accaparement des terres? Donc,
Je vais essayer peut-être de répondre à toutes ces questions si ça va. Donc, quelles sont les solutions par rapport à l'accaparement des terres? C'est vraiment une question très complexe et difficile. Et j'ai peut-être pas forcément toutes les solutions avec moi. J'aurais aimé que mes collègues qui étaient plus spécialisés dans le sujet seront là pour mieux vous répondre. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut voir quelles sont les motivations pour ces accaparements. Très souvent, ces terres est pris par des parties qui proviennent du Nord. Si on regarde les biocombustibles et aussi le mouvement qui vise à accaparer pour les BRICS, ce sera aussi une raison. Pour les BECS, pardon. Donc, ça lié aussi aux questions concernant Unilever et Nestlé. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dépendre autant sur le secteur privé et corporate pour nous fournir des solutions. Il faut plus de réglementation, plus que des initiatives volontaires. Hein. Donc, il faut arrêter d'espérer que les solutions proviendront des marchés. En ce qui concerne le fonds vert, c'est vraiment une question qui est bien posée et comment assurer à ce que les voix des agriculteurs soient entendues. Il y a une toute petite fenêtre. Au sein du fonds vert, il y a 2 observateurs qui proviennent de la société civile. Une, c'est mon collègue chez ActionAid. Il fait de son mieux, je vous promets. Il fait vraiment de son mieux. Et lui, il pousse vraiment à assurer à ce que quand il y a des pays, par exemple en Afrique, quand ils font la demande pour un financement, qu'il faut tout un processus multi-parties prenantes avec beaucoup de personnes impliquées pour faire en sorte que toute communauté touchée par la proposition soit impliquée. C'est pas toute la solution, mais ça fait partie, c'est une partie à la solution. Donc, il faut un engagement dans le terrain et il faut pousser au niveau national pour que les processus comprennent toutes les parties prenantes. Ce sera vraiment un facteur clé si on veut bien avancer. Quelles sont les limites de la séquestration de carbone? Un des problèmes en ce qui concerne la séquestration de carbone dans les sols, c'est que c'est réversible. Mais malheureusement, très souvent, tout carbone qui est stocké dans les sols ou dans les arbres et dans les forêts, c'est traité sur un plan, le même plan que les réductions d'émissions. Si les émissions sont séquestrées dans le sol ou dans un arbre, vous pouvez toujours retraiter le sol ou couper l'arbre. Donc, c'est pas pareil. On les traite comme si c'était pareil, c'est des équivalents. Donc, c'est un problème. Agroécologie est une solution d'atténuation, certes, mais il faut qu'on soit vraiment vigilant. Pour que ça soit... C'est vraiment un phénomène qui est réversible. Donc, je dis oui, dans le terrain, il faut parler de cette stratégie. Mais c'est plus une approche d'adaptation. Et tout avantage d'atténuation est juste un bonus. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais oui. Merci. En ce qui concerne la séquestration, ce qu'on peut faire, c'est que on peut regarder des pratiques différentes. On peut réduire ou atténuer en travaillant sur les pâturages, sur les animaux. On peut changer les pratiques agricoles et on peut le faire en travaillant dans des espaces naturels. Avec un espace naturel, il y a 100 fois plus de potentiel. Donc, bien que l'agriculture soit important, il ne faut pas forcément atténuer, mais adapter au changement climatique. La raison pour laquelle on veut plus de carbone dans les sols, c'est qu'on veut réduire la vulnérabilité, parce que ça aussi, ça donne plus de capacité à stocker de l'eau. On veut que l'agriculture soit moins assujettie aux fluctuations climatiques. C'est ça le but en fin de compte. Moi, je voulais partager une expérience que j'ai eue par rapport à l'accaparement des terres. C'est vraiment une question complexe et je n'ai pas forcément une solution. Mais je voudrais quand même partager l'expérience que nous avons eue en Amérique latine et nous travaillons avec les parlementaires. Donc, ils ont pris beaucoup d'intérêt dans cette question d'accaparement et ils ont essayé de changer la législation
En Amérique centrale et latine, il y a eu vraiment beaucoup fait au niveau du changement à la législation, le droit de l'accès à l'alimentation et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et au sein de ces politiques adoptées, ils ont pris en compte aussi les droits aux terres. Donc, les députés, ils s'occupent aussi de toute terre communale qui pourrait être victime d'un accaparement. Ils ont essayé de sécuriser les titres pour ces terres par des voies juridiques, par des lois, pour assurer aussi à ce qu'il y ait des procédures qui donnent droit aux terres et aux femmes à parité égale. Donc, c'est pas la solution, mais c'est une expérience que nous avons vue et quelque chose qui marche très bien en Amérique centrale et Amérique latine. Donc, juste une expérience, c'est pas tout à fait lié à l'accaparement, mais en Inde, il y a eu des cas où il y a des montagnes à part entière qui ont été allouées à des groupes d'exploitation minière. Et leur demande était rejetée parce que la communauté s'est réunie et il y a eu par la suite les poursuites. Et bien que la pratique existe encore, parce que maintenant ils ont mis leur vue sur une autre montagne, pas très loin, mais tant qu'il y a une implication communautaire, il faut avoir de la foi dans les institutions communautaires. En fait, ceux qui s'occupent des terres, il faut qu'on leur soutienne pour pouvoir bénéficier de la valeur dégagée par cette terre après. Donc, merci. Juste en quelques mots de conclusion, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. S'il y a deux points à retenir, parce que la prochaine discussion, ils vont aborder le contenu de l'accord plus en détail. Nous avons d'autres questions, pardon. Il nous reste quand même quelques instants pour d'autres questions. Prendre le temps de la deuxième table ronde, mais je vais quand même poser ma question. Donc, je suis Florence Sontag, je travaille à la plateforme pour le commerce équitable. Je voulais d'abord vous remercier pour vos interventions qui sont à la fois très inspirantes et très complémentaires, et poser une question qui est en fait une question un peu ouverte. J'ai l'impression qu'on identifie avec ce que vous nous avez dit et avec ce matin aussi deux voies. Il y a la voie, donc pour répondre à l'enjeu climatique et à l'enjeu de la faim face à l'enjeu climatique, à la fois la voie des politiques publiques, mais on a aussi cette question des initiatives privées qui sont déjà mises en œuvre un peu partout dans le monde. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces initiatives privées et cette agriculture durable et cette agroécologie, elles soient économiquement viables? Comment est-ce qu'on s'assure? Parce qu'aujourd'hui, les coûts de l'agriculture qui n'est pas durable sont portés par la société, et notamment les externalités, et elles ne sont absolument pas prises en compte globalement dans le prix d'un produit, par exemple. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrête de faire peser le coût d'une agriculture durable sur les producteurs, sur les consommateurs, et comment est-ce qu'on fait en sorte de rendre économiquement viables ces solutions à une plus grande échelle? D'autres questions? Hi, my name is Jenna Farno. Je m'appelle Jenna Farno. Je suis étudiante au Collège de l'Atlantique à Burrowmine. Donc, ma question est pour Pablo surtout, mais si d'autres ont des réponses, je voudrais bien les écouter. Donc, moi, j'ai fait une formation d'agroécologie en début de l'année. Et lors de cette formation, on s'est concentré sur les petites exploitations agricoles, ainsi que des exploitations de taille moyenne. Je voudrais savoir à quel point est-ce qu'on peut réussir avec la mise en œuvre des principes agri-écologiques. Est-ce que ça s'applique que à des exploitations plus importantes, ou est-ce que ça peut être mis en œuvre aussi à plus petite échelle?
No quiero monopolizar Je ne veux pas monopoliser la parole puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, mais je dois saisir cette occasion pour parler de ce qui se passe en Colombie face aux 3 sujets qui ont été évoqués par Pascal et pour voir comment cela est lié aux propositions ou aux solutions que vous mettez sur le tapis qui me paraissent être des solutions être très importantes de l'agriculture écologique, le fait que l'on soit en train de la mettre en avant. La Convention cadre des Nations Unies et les experts nous parlent de ce discours environnemental, nous parlent des mouvements sociaux et en fait, ce que l'on voit, c'est que on commence à proposer l'agriculture intelligente, l'agriculture climatiquement intelligente. On parle de toute une série d'aspects techniques. Mais ce que je voulais dire à la suite de la présentation de Pascal, qui d'ailleurs est parti, c'est ce qui arrive très souvent en Colombie, il est parti, bon tant pis. Je remercie son intervention parce que ça me permet de dire 3 choses qui me paraissent être importantes. Et il a parlé de 3 points essentiels. Tout d'abord, nous avons besoin d'un financement plus important. Nous avons besoin de plus de ressources dans les pays du Sud. Nous avons besoin de corporations ou de partenariats publics et privés. Et troisièmement, il a dit que nous avons besoin d'avoir des processus de reconversion et de reforestation. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les financements, je suggère aux personnes qui sont ici et qui vont participer à la COP que l'on étudie la corruption, le problème de la corruption. On se rend compte que nous avons davantage de ressources pour pouvoir faire face à tous ces sujets. Mais face à ces niveaux tellement élevés de corruption, finalement, l'argent part, on ne sait pas où. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet vraiment positif sur le terrain. Et ce qui se passe également, c'est que ce sont les agences de consulting qui ne mettent pas en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre. En ce qui concerne la reconversion et la reforestation, et lorsque l'on parle de réduction nette d'émissions de carbone, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit là de calculs d'addition et de soustraction qui ont des effets un peu pervers. Dans ces calculs, on prend en compte les émissions zéro. On se dit que les émissions zéro sont un objectif que l'on peut atteindre alors que ce n'est pas vrai, comme l'a très bien dit Teresa à juste titre. Et ce qui se passe, c'est que non seulement nous continuons à émettre des gaz, mais dans les soustractions de ces émissions, on voit qu'il y a des monocultures forestières pour capter le carbone. On voit qu'il y a des processus d'agrocarburants ou de biocarburants. Et en Colombie, nous avons là l'objectif de restaurer 20 millions d'hectares d'ici à 2020. Ce qui nous inquiète, parce qu'on se rend compte que ces réductions nettes vont donner lieu à des émissions beaucoup plus grandes avec les systèmes d'extraction. Et en ce qui concerne l'alliance avec différentes corporations, nous avons des choses très graves, c'est-à-dire que l'on remet des licences express, des licences ou des autorisations très rapides aux sociétés d'extraction. Il y a des limites pour la participation des citoyens. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons, au cours de ces 6 années, il y a eu plus de 5 000 enfants qui sont décédés dans une région où finalement il y a énormément de subventions pour les exploitations minières. Ce sont des enfants qui sont morts de malnutrition. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette donnée. Alors que l'État devrait utiliser ces argents pour promouvoir l'éducation, etc. Le rôle que devrait avoir l'État n'est pas respecté finalement.
Donc, les multinationales ou les corporations, grâce à ces alliances ou à ces partenariats publics-privés, est quelque chose qui nous semble être très risqué en Colombie. Et nous pensons que il y a des pratiques qui ne sont pas très justes, qui sont en train de se développer. Et cela nous inquiète terriblement. 1 minute, so choose, pick one question, please. Donc peut-être je peux répondre aux deux questions. J'ai un exemple du Three Rose Gump. C'est une banque qui investit que dans des projets durables et que dans l'agriculture biologique. Donc, ils investissent que dans l'agriculture biologique et c'est un des banques avec le plus fort taux de croissance aux Pays-Bas. Et l'investissement, c'est pas juste dans des exploitations paysannes, mais dans les plus grandes exploitations. Donc, la connaissance technique existe. Mais il faut les clients. Il faut des clients qui sont prêts à acheter ces technologies. Donc, c'est possible, mais il faut un peu d'investissement. Donc, une réponse très rapide en 1 minute. Oui, si on discute là où va l'argent, pour faire écho à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les mécanismes de rendu de compte au niveau communautaire et national, là, lorsque il y a de l'argent qui arrive du Fonds vert, on apprend beaucoup des projets qu'on a à Bangladesh et à Malawi, où les communautés, surtout les femmes, ont créé des institutions pour mieux comprendre et articuler de ce qu'ils veulent de l'adaptation et aussi l'atténuation. Après cela, ils vont vers leurs gouvernements nationaux pour leur demander où ils ont dépensé leur budget. Et ça soulève toujours des questions et qui amènent à des résultats assez immédiats. Comment le budget est dépensé. Intégrer l'engagement de la société civile pour ces flux financiers va aider beaucoup à construire de la confiance parce que l'argent doit devenir du nord vers le sud. C'est une question de justice au COP. Mais les gens vont s'inquiéter, bien sûr, et en disant ça va être dépensé par les corrompus, mais il faut être sûr dans la société civile qu'on oblige ces gens de se rendre compte et de rendre compte des dépenses. En ce qui concerne le commentaire, ce que vous avez fait de combien d'enfants qui ont souffert de malnutrition et de la faim, une des questions qu'on peut voir, c'est qu'il y a un politique tout à fait cohérent. Et je ne sais pas si vous avez assisté à la réunion organisée par le FAO, mais c'était 20 ans après la nutrition, ils ont loué l'agriculture et le secteur de santé. Mais personne n'a parlé à ce moment de l'incohérence de l'agriculture, de la santé et la protection et les politiques de protection. Pour répondre à votre question, ça a été mené par des politiques qui permettent à ces industries d'extraction. Et c'est une des plus grandes idées, c'est de promouvoir la cohérence, parce que il y a aussi des filets de sauvetage qui peuvent compter pour éviter tous les problèmes que vous pouvez rencontrer et dont vous avez parlé. Et on sait à Colombie que ça marche, mais donc c'est peut-être dans cette zone dû à la distorsion causée par les sociétés minières, il y a une incohérence dans la politique. Et je crois que cette incohérence entre le secteur de santé et agriculture et l'environnement et aussi dans le changement climatique. Donc, un dernier mot. La mise en échelle sur ces questions. Au niveau du terrain, l'utilisation des technologies, c'est une zone qu'il faut explorer
parce qu'on voit en Inde que l'éparpillement de bonnes solutions va plus rapidement quand on utilise la technologie en se rendant compte qu'il y a une dimension de genre avec cela. Et il faut garder ça à l'esprit. Mais au niveau plus élevé, au national, et de collecter des bonnes données, des bonnes preuves, dans un problème public nous donne l'occasion pour mettre à échelle plus rapidement. Et donc, les deux choses que je vais demander au panel précédent, c'est la participation de toutes les communautés avec lesquelles on travaille qui ne sont représentées dans les IPCC. Et comme on a dit ce matin, que les femmes qu'on voit dans l'UNCCC, le CCN VOC, et ce que le panel a dit, c'est d'avoir une approche beaucoup plus intégrée et de penser beaucoup plus aux principes que les objectifs, même s'ils restent importants. Il faut regarder de comment on va atteindre ces objectifs. Nous avons vu beaucoup de fausses solutions et si on ne définit pas les principes, les solutions ne vont pas être bonnes. Et donc, nous avons beaucoup de principes et j'espère que vous allez les rappeler de ça pour le prochain panel. Merci beaucoup.